Ben, du coup, on va passer à la présentation du docteur Jocelyne Calvé-Lefebvre, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Si vous pouvez activer son micro. Le docteur Calvé-Lefebvre est pédopsychiatre au CH Marchand ici à Toulouse. Et elle va nous parler de la pérédance au sein de groupes d'habilité parentale utilisant les outils de la résistance non violente. Voilà, donc ça c'est la première diapositive. Bonjour tout le monde. Alors, attendez, je n'ai pas activé mon micro. Enfin, si, mon micro est activé, vous m'entendez? Hein? Oui, Oui, Allô? Vous m'entendez? oui, Oui, très bien. on Voilà. s'entend parfaitement. Je n'ai pas mis la visio parce que je crois que je suis pas, j'ai pas une, enfin, hier, j'étais aussi en visio et c'était un peu compliqué. Donc, c'est pas par souci de discrétion ou par timidité, c'est que ça passe mieux ainsi. Très bien. Voilà, donc moi je vais me présenter aussi, hein, comme Nathalie Franck. Bon, je suis plus âgée, je suis praticien hospitalier depuis au moins plus de 30 ans, je pense. J'ai l'expérience aussi je vais dire, ces 10 dernières années, effectivement, et peut-être depuis 5 ans surtout, des groupes Barclay. Et c'est parce que j'ai géré une hospitalisation séquentielle d'enfants pendant 20 ans que je me suis posé la question de l'accompagnement des familles et qu'effectivement, comme l'a dit Madame Docteur Franck, j'étais parfois très surprise des demandes de parents d'hospitalisation pour des enfants qui, comme ça, dans mon bureau, n'avaient aucun trouble, mais qui quand même, au niveau de l'hospitalisation, même si ce n'étaient pas des enfants qui avaient obligatoirement un gros trouble externalisé pendant l'hospitalisation, on constatait quand même des rigidités, des comportements de maîtrise qui, bien souvent, nous laissaient un petit peu comprendre ce qui pouvait se passer à la maison. Alors, diapositive suivante. Donc, nous, alors, en fait, je fais, oui. Alors ici sur Toulouse, on a la chance d'avoir l'association React. Et donc petit à petit, on s'est posé la question de voir comment on pouvait faire participer les, les parents, et parce qu'effectivement, pour d'autres situations de problématiques sur du long terme, on va dire plutôt, je parlerai un petit peu de ce que c'est que la paradance sur des problématiques, surtout sur des maladies, des troubles chroniques. La paradance fonctionne bien, donc il nous a semblé que ça pouvait être tout à fait utilisé et mis en pratique. Alors là, actuellement, nous, on a fait pour l'instant, on commence les groupes, on les appelait RNV, mais résidence non violente, hein, c'est totalement inspiré du livre hein, qu'ont coécrit le docteur Nathalie Franck et Heim Homer. Bon, on a un petit peu, et donc nous sommes 3 à l'animer, donc il y a moi-même, il y a un cadre de santé et un IDE, Franck Millot. Pour l'instant, ça fait depuis 2018. On a fait, là on est sur notre 5e groupe. Donc grosso modo, nous faisons 2 groupes par an. Voilà, 2 groupes par an. Et donc nous avons commencé en 2018, ce qui correspond à peu près à 45 familles. Voilà. Actuellement, maintenant en 2021, on a commencé effectivement, mais c'est tout récent, une nouvelle formule où on a associé Susanna Rangel qui, est, qui vous a présenté l'association React. On l'a associé sur notre module A, parce qu'on l'appelle le premier module, pour nous aider à accompagner les parents. Voilà. Deuxième diapositive. Alors, je reviens voilà. Donc, je reviendrai pas sur quand même l'intérêt
du groupe, hein, pour aider les parents d'enfants face au comportement tyrannique. Alors nous, on ajoute aussi face aux troubles du comportement intrafamilieux, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des enfants qui sont par exemple dans les dispositifs d'ITEP, donc des enfants qui ont une comorbidité avec aussi quand même des troubles qui peuvent être aussi un peu à l'extérieur. Alors, c'est vrai que je sais que le docteur Franck recommande une homogénéité du groupe parental, mais je crois que là, les parents euh, je veux dire, on va surtout s'axer sur ce trouble à la maison. Et je pense franchement que cette technique, hein, de résistance non violente permet vraiment d'aider ces familles, même pour les enfants qui n'ont pas que le comportement tyrannique, c'est-à-dire qui ont authentiquement des troubles aussi relationnels, aussi, par exemple, c'est la raison pour laquelle parfois ils sont dans le dispositif d'ITEP. euh, de- alors je dis d'ITEP parce que souvent c'est un peu partiel, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois accompagnés par un ITEP et à la fois dans les collèges ordinaires. La diapositive suivante. Voilà, donc là, donc nous, on a appelé ça module A, parce qu'effectivement, j'en parlerai un petit peu après. Donc, les 13 séances de Nathalie Franck et du professeur Heimonner, on les a condensées en 6 séances. On fait une séance par mois. Donc, ça peut être des grands groupes jusqu'à 15. Les parents de 8 à 18 ans, on ne prend pas effectivement pour l'instant de majeurs, parce que les problématiques il nous semble un peu différentes au regard de la loi, et je pense qu'il faudrait à ce moment-là plutôt un public plus de parents, hein, je veux dire plus homogène, parce qu'effectivement, il y a un décalage, effectivement, dès que l'adolescent devient jeune adulte, il y a un décalage surtout par rapport à la loi, en fait, et euh, voilà, comment se servir de la loi. Diapositive. Ah oui, oui, non. Et donc, sur cette diapositive, effectivement, nous avons rajouté, alors depuis cette année, on a rajouté une 7e séance là pour l'instant, on l'a fait également de 3 heures, et qui est 2 mois après les 6 premières séances. Et là, l'idée, c'est qu'elle est animée par React, par des personnes de l'association React, plus un professionnel. Mais là, il se trouve que là, pour l'instant, nous étions tous les 3, c'est-à-dire Madame Grimal, moi-même et Monsieur Franck, à notre première séance, parce que c'est un petit peu tout neuf. Diapositive suivante. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que être la pérédance? Pérédant, en fait, c'est une appellation québécoise, hein, qui est depuis, qui a cette nomination depuis 20 ans. Je veux dire, ça prend appui aussi, par exemple, sur des choses qui se sont développées avec les alcooliques anonymes depuis 1930 aux États-Unis. Et c'est l'idée que les, euh, les, les personnes eux-mêmes qui ont eu un problème avec l'alcool, par exemple, accompagnent les patients qui sont en souffrance par rapport à cette problématique. Donc, père aidant, logiquement, en France, on en entend parler depuis une dizaine d'années. Ce sont quand même des anciens patients passés par la psychiatrie. Alors, il y a des gros groupes, ça peut être les schizophrénies, ça peut être les troubles bipolaires. Et l'idée, c'est que le père aidant, parce il peut parler de son parcours, de la manière dont il s'est approprié sa maladie, et notamment surtout de son rétablissement et de son nouveau rapport à la vie et aux autres, est porteur d'espoir, d'avenir, et surtout parce que
il est là, il est présent et il peut témoigner. Diapositive suivante. Vous pouvez mettre diapositive suivante, c'est possible. Voilà. Alors, il faut savoir que quand même, il existe effectivement maintenant, depuis, vous voyez, 3 ans, il existe un diplôme universitaire de père aidant en santé mentale. Donc, ça montre quand même que c'est, alors certes, c'est récent, mais que c'est vraiment porteur et que tous les professionnels ont remarqué l'importance de la mobilisation, en tout cas, des personnes qui peuvent témoigner d'un parcours de soins. Donc, comme c'est marqué, hein, et par leur partage d'expérience, cela contribue aussi également à la modernisation de nos pratiques. Diapositive. Voilà, oui, ce que je voulais dire quand j'ai parlé de schizophrénie, troubles bipolaires, etc., c'est vraiment sur des pathologies chroniques. Et alors, sur cette question de troubles comme ça, que ce soit de troubles du comportement, hein, où on évoque quand même qu'il y a cette idée de reprendre le pouvoir et d'extrême maîtrise, c'est quand même quelque chose, un comportement qui va quand même être, je veux dire, qui va habiter quand même l'enfant, l'adolescent, hein, quand même tout au long de sa vie, hein. Donc, c'est effectivement quelque chose de chronique. Diapositive, alors suivant. Donc, non, 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 juste avant, excusez-moi, j'ai pas. Vous pouvez revenir sur la diapositive, voilà. Et encore, parce que je crois qu'il y avait un truc sur les objectifs, voilà. Donc, voilà. Donc, on voit bien que les objectifs du père aidant. Alors, parce qu'en même temps, moi, voilà. Donc, c'est surtout de faire bénéficier à autrui de leur savoir expérientiel. Alors, d'aider les personnes, de mettre une évaluation aussi psychosociale, enfin, action. Là, je vous dis un petit peu les objectifs du DU, hein, parce que c'est pour montrer un petit peu, je dirais, pas ceux obligatoirement où il va falloir tendre, mais en tout cas ce que l'on reconnaît comme objectif au père aidant. Et aussi, comme vous voyez en rouge, d'intervenir dans un contexte institutionnel. Alors, je fais la parallèle aussi, hein, où on voit bien que l'association React peut écrire au juge, peut soutenir, voilà, et ça donne un cadre, je vais dire, dans une démarche éthique. Diapositive suivante. Voilà, donc pour faire les parallèles, hein, non, excusez-moi, avant, l'autre diapositive sur, excusez-moi, avant, la diapositive avant. Voilà, donc, alors bien sûr, le père aidant connaît les outils, alors on appelle ça les outils, non, après. J'ai peut-être un souci, voilà, c'est voilà. Merci, connaissances et compétences, voilà. Donc, on voit bien que c'est important de connaître, hein, aussi, bien sûr, les outils de la résistance non violente. Alors là, j'évoque, eux, ils évoquent principes et outils du rétablissement, hein, et nous, on va faire un petit peu une translation en disant que c'est un peu principe et outils, bien sûr, de la résistance non violente. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner un petit peu ce que l'on demande au père aidant. Diapositive suivante. Voilà. Alors, donc, effectivement, on ne peut pas, à mon avis, parler de père aidant vraiment. C'est pour ça que moi, je propose finalement la père aidance d'accompagnement parental. Voilà. Parce que le père aidant, logiquement, c'est celui qui a le trouble chronique, alors que là, c'est le parent qui va accompagner l'enfant, l'adolescent qui ont une problématique un peu chronique. Donc, je mets en pédopsychiatrie parce que effectivement, c'est une
énorme source, je dirais, de pouvoir un peu utiliser les parents. Pour nous, c'est extrêmement riche et c'est une énorme force pour la diminution du stress des autres parents, du retentissement des troubles chez les autres parents, et ça potentialise de manière très importante notre action de soignant. Et je crois aussi que c'est quand même presque une force économique parce qu'il y a peu de soignants, il y a souvent manque de temps et je crois beaucoup qu'il est important pour nous d'être aidés par les parents qui se sentent de faire cet accompagnement de père aidant. Ce que je dis, c'est un peu lourd, mais de père aidance, d'accompagnement parental. Diapositive suivante. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu dit père aidant d'accompagnement parental. Donc, les pères aidants, bien sûr, sont d'anciens parents qui sont passés par la problématique du trouble comportement tyrannique de leur enfant, qui sont passés par la problématique de l'accompagnement parental au quotidien, de la problématique de l'accompagnement diagnostique, de la problématique de l'accompagnement du soin et toutes les problématiques compliquées de son rapport avec l'institution, que ce soit l'institution du soin qui est compliquée, où on voit bien que les parcours sont multiples. On va d'abord là, puis après on est d'abord en libéral, puis après on est peut-être au CMP, peut-être pas. Voilà, donc ça c'est très important l'accompagnement aussi face au social, euh, et l'accompagnement aussi par rapport au monde judiciaire. Et ça, c'est franchement, on voit bien que c'est une aide considérable vraiment aux équipes de soins que les pères aidants d'accompagnement parental, je vais dire, puissent nous aider. Voilà. Diapositive suivante. Voilà. Donc l'idée, c'est un concept de parrainage, comme vous le dites, pour l'association. Vous n'êtes pas seul, on est là. Et après, l'idée aussi, c'est que la crédibilité qu'apporte l'expérientiel est quand même très importante et plus qu'importante, c'est vraiment une force, comme je dis, et d'être égalité avec le parent, parce qu'effectivement, quand on est soignant, on n'a pas obligatoirement connu, évidemment, les difficultés que vous rencontrez. Et ça permet effectivement cette égalité qui est importante. Et donc, du coup, ça donne beaucoup plus l'espoir de vivre une vie sociale, affective, culturelle, riche, malgré effectivement le trouble de son enfant ou de son adolescent. La diapositive d'après. Voilà, donc les missions du père aidant, c'est contribuer bien sûr à aider les soignants, à cibler les forces des parents, montrer aux parents qu'ils ont le pouvoir d'agir sur leur propre vie, partager les émotions exprimées. Alors, comme c'est important effectivement de parler de ces émotions exprimées. L'idée, c'est effectivement d'être là pour en parler parce qu'il va falloir effectivement, comme le disait Nathalie Franck, parce que bien souvent ces enfants ont des dysrégulations émotionnelles et il va falloir effectivement apprendre à gérer ses propres émotions, et déjà rien que le fait d'en parler comme ça en groupe sera très importante. Partager les informations, les ressources disponibles, ça c'est je dirais, énorme parce que les parents ont effectivement beaucoup plus les parents confrontés aux problèmes qui sont passés par là ont beaucoup plus d'idées, ont développé des stratégies, par exemple de mettre en place des répits qui sont totalement novatrices et très intéressantes. Ils sont vraiment force de proposition et moi, je constate qu'ils nous aident beaucoup.
partager la résolution des problèmes avec la famille, partager la gestion du stress et partager bien sûr les outils principaux de la résistance non violente. Diapositive suivante. Voilà, et donc du coup, petit à petit, nous est venue l'idée de faire finalement un module B après le module A, un module B qui permet un accompagnement au long terme possible, de ne pas essayer de simplement s'en tenir à juste ces 6 séances. Donc l'idée, c'était peut-être de proposer quelque chose sur une année. Alors comme on a 2 programmes, y inclure à chaque fois les 7e séances et peut-être rajouter 2 séances intermédiaires, ce qui pourrait finalement faire un suivi des parents, c'est-à-dire si on permet à la 7e séance que d'autres parents qui viennent de pouvoir assister, pas simplement ceux qui étaient, je veux dire, dans la session précédente, eh bien, ça permettrait effectivement pendant une petite période, parce qu'on se rend compte que quand même, il y a des parents qui parfois vont demander peut-être déjà de refaire, par exemple, le module A, c'est-à-dire qu'ils vont demander, entre guillemets, à redoubler. Ils vont demander aussi, après, à pouvoir être accompagnés sur un long terme. Alors, on avait essayé avec Florence Grimal alors avant le Covid, on avait proposé comme ça quelques séances, mais je me rends compte où on essayait, nous, de reprendre les outils. On disait, on va fixer pour déjà des personnes, des familles qui ont fait le module A, on va proposer un soir juste 2 heures et on va reprendre des outils. Mais finalement, je me rends compte, parce que là, on l'a expérimenté dernièrement avec vraiment cette séance dédiée à l'association REACT. Vraiment, je trouve que ça a beaucoup plus de pertinence, de poids, et je crois que ça sera à poursuivre. Diapositive suivante. Voilà, alors donc effectivement, c'est très peu, puisque nous, c'est à propos, je vais dire, d'une séance. C'est une séance qu'avait animée justement Susanna, Marion et Laura, et nous étions tous les 3 professionnels soignants. Diapositive d'après. Voilà, donc effectivement, nous, comme je vous ai dit, les dernières fois, quand on avait fait ces 2e séances, on avait surtout axé sur les outils, sur la déclaration, etc. Et là, on a pu voir que on parlait finalement énormément de la séparation, parce que c'était très important de reparler de la séparation, de reparler de la mise en place de la séparation, de reparler de toutes les astuces de la mise en place de séparation, que ce soit de l'internat, dans la famille, chez les amis, et ça, j'ai trouvé que c'était effectivement très riche que effectivement le parent, père aidant communique là-dessus, et surtout j'ai trouvé que par rapport aux questionnements des familles, c'était beaucoup plus, je dirais, le mot était beaucoup plus adapté, et surtout quand il y avait je dirais, un partage aussi expérientiel de leurs difficultés, parce qu'il y avait bien souvent un retour. Pareil, alors sur la gestion des crises, les urgences, comment aider à faire son village. Moi, j'ai bien aimé Susanna qui disait comment aider à faire, voilà, au lieu de parler du réseau de soutien, qui donnait toutes les astuces de comment aider à faire son village. Voilà, prendre soin de soi. Et aussi après tous ces chapitres que finalement on ne parle pas qu'on n'évoque pas ou qu'on peut évoquer de manière informelle, qui sont tous les accompagnements MDPH, AED social, le PAD, accompagnement par rapport au juge des enfants, après par rapport aussi aux infirmiers libéraux, aux éducateurs libéraux, c'est-à-dire toute cette mise
toutes ces ressources aussi de réseau. Là, on peut vraiment en parler parce que aussi, je dirais, le parent père aidant, il est passé par là, il a utilisé tel et tel. Et puis, en plus, le fait que ce soit l'association, c'est vrai que vous êtes au courant d'énormément de dispositifs, de petites niches, de plein de choses qui font que on peut, que je pense que le parent qui est en souffrance va pouvoir être bien mieux aidé que simplement par nous, les soignants. Je pense que j'ai une autre diapo. Voilà, j'ai trouvé qu'effectivement, les familles posent beaucoup plus de questions et s'autorisent aussi hein, à évoquer des choses personnelles. Moi, je trouve que la force du partage d'expériences est vraiment très intense. Hein, quand, bien sûr, l'un de vous va parler de son expérience avec, par exemple, l'ASE, va parler de son parcours lourd avec l'ASE, avec les difficultés aussi avec les juges. Eh bien, moi, je pense que ça n'a pas de... je dirais, rien ne remplace vos communications par rapport à ça. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est très important, c'est vrai, parce que ça, effectivement, ça, nous, on peut pas, on peut accompagner, mais on peut pas le partager. Mais on peut accompagner, mais on le partage pas. Et vous le partagez. Et je trouve que la force du partage, il ne faut pas s'en passer. Donc, et aussi toute l'augmentation, j'ai dit, des ressources mises à disposition des familles. Voilà, vous pouvez aller après. Voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus. Hein, donc, que la père aidance d'accompagnement parental ou le parent père aidant, je ne sais pas comment il faut le tourner, c'est une ressource majeure pour la pédopsychiatrie et qu'il faut qu'on puisse l'utiliser beaucoup plus. Je pense qu'on est au début. Et donc, je voulais aussi remercier, bien sûr, l'association REACT et tous les parents qui sont là et les professionnels. Voilà.